notre film du jour sort en salle alors que Godzilla vs Kong est en train d'exploser tous les records, on est foutu, et en même temps je fais partie des premiers qui ont été voir Godzilla vs Kong au cinéma. La Malédiction, ou The Omen, est une franchise horrifique, racontant la venue de l'Antéchrist sur Terre, tel que cet événement est décrit dans le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse. Entendez par là qu'un enfant, se prénommant Damien, se trouve être cette figure du mal, entraînant l'apparition de phénomènes extraordinaires, causant la mort mystérieuse d'individus, ce qui est annonciateur du fait que la fin de l'humanité est proche. Au sein de la franchise, on va retrouver Damien sous différents âges, jusqu'au 3e film où il deviendra carrément le leader d'une secte satanique. Je sais, c'est rapidement parti en couille, mais c'est pas aussi con que ça en a l'air. Prenez garde à cet avertissement. Préparez-vous à la malédiction finale. On retient particulièrement le premier film, qui est devenu un peu culte au fur et à mesure des décennies, et d'ailleurs ce qui importe vraiment avec ce nouvel opus qui vient tout juste de sortir, c'est vraiment le premier film. Ce qui se passe ensuite, alors oui c'est pris en compte, mais on s'en fiche un tout petit peu. On a affaire à une saga qui possède en son sein un seul film classique, parce que oui, le premier film est considéré comme un immanquable du cinéma horrifique, mais ce qui est intéressant c'est que, contrairement à des franchises comme Halloween, L'Exorciste, Amityville ou même un peu toute la filmographie de Dario Argento, c'est vrai que je connais personne qui est fan de la franchise The Omen, je connais personne qui est fan de La Malédiction. J'ai jamais été dans la rue parler de films d'horreur avec un inconnu ou une inconnue et qui me disent tout d'un coup « T'as déjà vu le film La Malédiction ?» C'est quelque chose qui est jamais arrivé, et c'est drôle mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de cette franchise, et j'ai l'impression qu'elle a pas beaucoup de fans et qu'elle est tombée dans l'oubli, alors que pourtant, le premier film est considéré comme un immanquable. C'est un peu tout ce paradoxe. Ce qui nous amène à La Malédiction, les origines, notre film du jour. L'un des films d'horreur les moins attendus de l'année, et qui pourtant est 666 fois supérieur à toutes les merdes qu'on se coltine à longueur d'année. C'est vulgaire, mais je vous promets que le film est incroyable. La Malédiction, les origines est un préquel se déroulant, vous l'aurez compris, avant le premier opus, et donc avant la naissance de Damien. Damien, c'est l'Antéchrist incarné, la figure du mal annonçant l'explosion de l'humanité, mais comment cette figure du mal est-elle née ? C'est justement tout le principe du film qui répond à la fois à cette question au centre de la franchise, mais qui développe également une histoire intéressante et différente autour du personnage de Margaret. Margaret, c'est une américaine envoyée dans un orphelinat romain au début des années 70 pour suivre la voie imposée par l'église et donc imposée par les règles de Dieu. L'ambiance est lugubre, le discours religieux macabre au possible, et au moment où elle est le plus loin de chez elle, puisque Margaret ne reste qu'une étrangère, elle va découvrir que derrière Dieu se cache forcément le diable, et qu'en fin de compte, malgré que l'Antéchrist et donc que Damien ne soit toujours pas né, le mal, il est déjà là. C'est pas réel. Qu'est-ce qui n'est pas réel? Qui a dit ça? C'est on ne peut plus réel. La Malédiction, les origines est un film bien plus riche qu'il ne le laisse penser, et d'ailleurs, à mon sens, il est même plus complexe et plus intéressant, plus intriguant que l'original. Et c'est pas un film qui se contente de reprendre un peu tout le jus du premier opus, c'est pas un film qui va vous raconter la naissance du fils du diable, de l'Antéchrist. C'est un film qui va vous raconter autre chose, tout simplement parce qu'il va mélanger les genres. On y retrouve une inspiration autour des films de monstres, des films paranormaux, l'horreur christique, l'horreur corporelle, et évidemment le thriller. C'est comme si L'Exorciste se mélangeait avec Amityville, Angers Démon et Suspiria de Dario Argento. Ça n'a aucun sens, mais je vous assure que c'est mortel. Cela permet d'obtenir des scènes différentes et d'imposer un certain inconfort au sein du personnage principal et donc au sein des spectateurs. On n'est jamais à l'abri, on doute de tous les événements et de tous les personnages, et cela en permanence. Malgré sa lenteur certaine qui ne conviendra pas à tout le monde, on est sans cesse surpris des nouveautés et des nombreux événements du film qui sont pour certains assez déroutants. C'est pas forcément gore, c'est plutôt graphique, et il y a toujours cette part à l'imaginaire qui est laissée en suspens pour encore plus nous immerger dans cette histoire qui est absolument formidable. Et la réalisation, son ambiance, les effets practicals, le travail des lumières, et aussi le travail sur les costumes, parce qu'on a un film qui se déroule en l'année 1971, donc faut travailler un peu ce que portent comme vêtements les personnages, faut travailler aussi les décors. Tout ça, c'est vraiment un budget qui est utilisé, on sent que le budget a été utilisé pour que tout soit boosté aux stéroïdes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le film, on a l'impression qu'il a coûté extrêmement cher, tellement tout paraît beau, mais en même temps crasseux, poisseux, avec cette ambiance inquiétante. Et en même temps, il y a ce côté noble qui fait que le film est beau et magnifique.
Et c'est pour ça que tous les moindres détails ont l'air d'être travaillés avec un budget absolument faramineux, comme si on avait mis 20 millions de dollars dedans, alors qu'il me semble que le film a coûté 3 millions de dollars, il me semble, ça se trouve je dis une énorme bêtise, mais c'est pas un film qui a coûté extrêmement cher parce qu'ils ont pas énormément confiance en la franchise La Malédiction, parce que c'est vrai que c'est pas censé marcher, c'est pas censé cartonner. Et d'ailleurs au moment où je vous parle, on sait rien du tout sur les entrées, on ne sait pas du tout si le film va avoir un bon bouche à oreille, etc. On sait pas s'il y aura un bon retour sur investissement, c'est ça que je veux dire. Et c'est dingue de voir qu'avec un tel budget beaucoup plus petit que ce type de production, ils ont réussi à donner un film qui est tellement noble, qui est tellement bien fait, tellement bien conçu, et où on sent qu'il y a cette beauté visuelle qui en ressort. Donc dites à la Blumhouse de prendre exemple là-dessus parce que ils ont quand même du travail à faire, on va pas se mentir. Enfin, nous obtenons un préquel avec de l'ambition. Parce que vous savez, les préquels souvent ils détruisent le mystère. On t'explique les origines d'un personnage par exemple ou l'origine d'un antagoniste. Et c'est nul à chier car ça détruit le mythe. Et il y a des choses qui doivent rester sans réponse. Mais ici, le film étoffe considérablement son univers et l'histoire de la franchise, au point de devenir pour ma part largement meilleur que l'original. Tout simplement parce qu'il raconte autre chose que la naissance de l'Antéchrist. Il parle d'autre chose. C'est presque un film indépendant dans l'univers, au point que vous n'avez pas besoin de voir le premier film pour totalement le comprendre. C'est ça qui fait un bon préquel, il a pas besoin du premier film pour exister. Il est totalement unique et a été réalisé pour une véritable raison. Et je sais pourquoi ça me touche autant. Déjà parce que j'avais aucune attente, je m'attendais vraiment à sortir de la salle en étant un peu mitigé, ou en ayant vu un film sympathique mais sans plus, sans que ça me reste en tête. Et on ne le dira jamais assez, mais avoir aucune attente, c'est ce qui permet d'avoir une bonne surprise au fond du tunnel, c'est ce qui permet de ressortir de la salle en étant heureux, parce que quand t'as des attentes trop élevées, c'est là qu'il y a forcément une déception, tu vois. C'est quelque chose qui est nécessaire. Alors que quand t'as zéro attente, évidemment que tu peux ressortir avec plus facilement en étant plus surpris, ou du moins en étant beaucoup plus satisfait de ta séance. Sans forcément voir un classique, sans voir un chef-d'œuvre, même quand t'as zéro attente, au moins tu dis c'était pas si mal que ça, je m'attendais tellement à pire et ça fonctionne mieux sur toi. Et d'ailleurs, rien à voir, mais encore aujourd'hui, je vais dans des magasins comme Easy Cash, comme Happy Cash, comme tous ces magasins un peu de vide-grenier qui vendent des DVD ou des Blu-ray, et je prends un film en me fiant à la jaquette, en me fiant à la couverture, au résumé qui est écrit derrière, sans connaître ce qu'est ce film, sans avoir vu de bande-annonce, sans que... Vraiment des œuvres inconnues que j'achète juste en me fiant à l'image ou au résumé, pour essayer d'avoir justement cette surprise. J'adore être surpris, j'adore prendre un film que je ne connais pas en faisant travailler mon imaginaire et en me disant putain ça se trouve ça va être mortel, ça se trouve ça va être de la merde mais j'ai quand même envie d'essayer, et en général je me retrouve souvent avec des expériences qui sont plutôt cool, tu vois. Je lance le DVD un soir de pleine lune chez moi alors que c'est la tempête dehors parce qu'en général c'est des films d'horreur que j'achète, et puis je me prends une petite claque ou au contraire je me prends quelque chose qui est vraiment nul et du coup ça me fait rire, tu vois. J'adore faire ce genre de choses et j'espère que je suis pas tout seul parce que ça se trouve je suis un mec un peu bizarre, mais j'adore me fier à l'imaginaire et avoir ces surprises en bouche, tu vois. C'est vraiment des doses de surprise. Quand t'as pas d'attente, quand tu prends un truc au hasard, il y a toujours cette surprise, parce que tu te dis, tu peux t'attendre à recevoir, à voir, à constater une œuvre qui justement est bien plus bonne que la majorité que tu as l'occasion de voir au cinéma où tu as beaucoup d'attentes. Voilà, tout ce blabla pour dire que j'adore être surpris, on adore les surprises, et le cinéma c'est aussi ça, et ça fonctionne avec d'autres types d'œuvres, ça fonctionne avec les livres, ça fonctionne avec les jeux vidéo. Tu ne connais pas ce que tu vas voir, tu ne connais pas ce que tu achètes, et tu lances sans prise de tête, et souvent il peut y avoir un bon petit classique qui se pond en bouche, ou du moins quelque chose qui va te faire passer à un moment assez important, un moment convivial, et c'est tout ce qu'on souhaite. Donc dites-moi que je suis pas le seul à faire ça, par pitié, mais surtout, si cela me touche autant, c'est que ce film m'a totalement rappelé l'une de mes œuvres favorites du monde de l'horreur, Suspiria de Dario Argento. Tout comme dans Suspiria, on plonge dans une histoire terrifiante, avec une héroïne innocente qui débarque dans un pays qu'elle ne connaît pas. Le fait qu'elle soit loin de chez elle provoque un certain sentiment de malaise, en plus du fait que toutes les deux renferment une pureté et une innocence étrange. Le mal se libère, la situation devient de plus en plus étrange, jusqu'à ce qu'elles combattent le mal, ainsi que la hiérarchie de leur établissement qui semble cacher quelque chose d'un peu bizarre. Et je pense pas que ça soit volontaire, parce que j'ai trouvé aucun article, aucun propos de l'équipe qui mentionnait justement cette inspiration principale autour de la filmographie de Dario Argento. J'ai vraiment trouvé aucun lien, aucune référence dans les propos de l'équipe, de la réalisatrice, etc., dans les différentes interviews et dans les différents articles qui étayaient la promotion du film La Malédiction des Origines. Donc je sens qu'il y a cette évidence-là, genre on sent qu'il y a cette inspiration peut-être même inconsciente autour de la filmographie de Dario Argento, et notamment je trouve autour de Suspiria.
Et on va pas se mentir, à partir du moment où tu t'inspires des meilleurs, bah c'est là où tu deviens le meilleur aussi. Alors oui, évidemment, vous allez me dire que je suis peut-être le seul à penser à cela. Vous allez me dire que Dario Argento, c'est plutôt le type de réalisateur qui aime bien foutre des lumières assez flashy un peu partout dans sa réalisation et dans la conception de ses plans. Et là, on a affaire à un film qui est au contraire avec des couleurs plutôt sépia, des couleurs plutôt gothiques. Mais je vous jure qu'il y a une inspiration qui est certaine. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est inconscient. Je sens que Dario Argento parcourt un peu les différents réalisateurs maintenant au sein du cinéma horrifique. On sent que c'est devenu un réalisateur important, mais aussi important que John Carpenter, aussi important que Wes Craven. Et je dirais même que en ce moment, avec des films même comme Last Night in Soho par exemple, qui sont des exemples flagrants d'inspiration de la filmographie de Dario Argento et d'une inspiration et même d'un hommage, j'ai l'impression que c'est en train de devenir l'un des réalisateurs, si ce n'est le réalisateur, qui influence le plus dans la conception des plans et dans la réalisation. Il faut qu'on en parle un jour de Dario Argento, tellement que c'est quelqu'un d'important. Mais encore une fois, on revient à cette phrase qui est pour moi emblématique et que j'ai écrite moi-même, et qui est pas très complexe, on va pas se mentir. Mais à partir du moment où on s'inspire des meilleurs, bah on devient aussi le meilleur. Elle est éclatée, je sais, mais j'en suis très fier. En tout cas, ça colle bien à l'identité de notre film du jour. Et au-delà de la thématique de la naissance de l'Antéchrist, bah finalement, c'est un film qui parle d'autre chose. C'est pour cela que je répète depuis le début de cette vidéo qu'il est totalement différent du premier et représente une expérience unique. Cela parle de chasteté, de désir, de nos envies, qu'elles soient rêveuses ou d'autres, vous l'aurez compris, d'ordre sexuel. Dans les années 70, l'église est en Europe dans une période de recul. L'argent devient la nouvelle religion et les humains de simples consommateurs dans la période des 30 glorieuses. Les gens rêvent, se rendent compte qu'ils peuvent désormais répondre à leurs désirs dans une période où l'individualisme prône et donc où l'individu cherche à répondre à ses propres volontés. Le sexe, la drogue, le rock, enfin, vous avez compris. Le quotidien des étudiants en fac parisienne, la routine pour eux quoi. Ce qui fait que les hommes et les femmes de ce monde ne veulent plus croire en un quelconque dieu qui, par les règlements imposés selon les codes religieux, les prive d'une certaine liberté. L'église s'affaiblit, les discours des sœurs autour de la chasteté et du seul amour de Dieu est difficile à suivre ou même à croire, et surtout difficile à tenir en fait, dans une époque, vous l'aurez compris, où la liberté est en train de s'émanciper, en tout cas l'individualisme. Margaret, notre héroïne, elle va justement répondre à certains de ses désirs, elle va sortir des volontés de l'église et possiblement s'écarter de la voie divine qu'elle avait pourtant choisie. Et c'est ça tout l'intérêt du film. Il parle de religion et de notre façon de suivre ou non l'autorité divine. La religion est également mise sous la touche avec les différentes hiérarchies. La chef des nonnes, le père, et tout le monde semble avoir un peu des névroses. Tout le monde cache des choses au point d'arriver à une espèce de complot. On devient paranoïaque et les personnages qui sont censés croire en Dieu doutent de lui et des personnes qui le représentent sur Terre. C'est un peu complexe, je sais. Alors moi de façon purement personnelle, mes dieux c'est John Carpenter et Sylvester Stallone. Donc forcément, je me pose un tout petit peu moins de questions que les personnages qu'il y a dans ce film. Tant mieux d'ailleurs. Mais attention, c'est pas un film qui va attaquer frontalement la religion chrétienne et qui va dire « Ouais, la chrétienté, l'église, c'est vraiment de la merde. Ouais, toutes les religions, c'est vraiment de la merde également. » Non, c'est pas vraiment ce type de discours qui est développé. On peut avoir ce sentiment d'anti-religieux, mais pour moi, ce dont parle vraiment le film, et il partage ce point commun avec Immaculée qui est sorti dernièrement, c'est plutôt une attaque frontale sur notre manière de concevoir notre rapport à Dieu. En fait, c'est une attaque frontale sur notre foi. Parce que y a un peu deux côtés de la balance. Il y a ceux qui vont avoir une bonne façon d'exprimer leur foi, et il y a ceux qui au contraire pensent avoir une foi qui est vraiment parfaite, mais qui au contraire sont clairement loin de la foi qu'il faut obtenir, de cette confiance aveugle qu'il faut apporter à Dieu. Donc c'est plus une manière de critiquer les individus, vraiment les individus au sens propre, c'est-à-dire que ça parle de tous ceux qui croient en Dieu. Ça parle pas de l'église en tant qu'institution, ça critique pas la religion chrétienne, ça critique les individus qui sont censés être au cœur des religions, vous allez me dire, mais voilà, à partir du moment où tu parles de la foi, tu parles de cette espèce d'ésotérisme, évidemment que c'est un discours qui est bien plus intéressant et qui est cool, parce que ça va parler de nous, de ce qu'on pense, de comment on conçoit Dieu, de comment ça va être notre rapport avec lui. J'en perds ma voix, faut que j'arrête de lécher des... Non, je vais pas finir cette phrase. Si ma meuf tombe sur cette blague, elle va me détruire. Ça parle plus des humains qui ont un mauvais rapport, une mauvaise attitude avec leur religion, et une mauvaise conception de la chose. Est-ce que si je couche à droite à gauche, est-ce que si tous les soirs je m'envoie en l'air, est-ce que ça fait de moi un mauvais croyant ? Est-ce que ça fait que j'ai une relation avec Dieu qui est différente des autres ?
Et c'est plus ce type de questionnement qui est profondément intéressant, je trouve. Moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans le cinéma. Je suis pas du tout croyant, mais je veux dire, dans le cinéma, c'est le genre de message qui me tient à cœur. Et d'habitude, les films d'horreur, ça parle plus du fait, est-ce que le diable existe? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que si le diable est sur Terre, pourquoi Dieu n'intervient pas directement? Pourquoi il va pas sauver Regan dans L'Exorciste alors qu'il pourrait? C'est ça dont parle L'Exorciste. C'est le fait qu'on a une petite fille qui est le symbole de l'innocence, qui va être tout simplement attaquée par un démon, et pourtant, malgré qu'elle n'ait rien fait de sa vie de mal, qu'elle a toujours été la pureté, l'innocence pure, Dieu n'intervient pas et ne va pas l'aider. C'est de ça dont parle L'Exorciste, et c'est tellement intéressant, mais personne n'a réussi à faire mieux que L'Exorciste dans ce type de propos actuellement. Et c'est pour ça que La Malédiction les Origines possède un message religieux qui est intéressant. Enfin, c'est pas un message religieux, c'est un message sur les individus qui va vous questionner en votre sein, en votre âme. Est-ce que vous avez une bonne attitude religieuse? Est-ce que vous avez une bonne foi? Et ça, c'est extraordinaire, parce que la religion, les structures religieuses comme l'église, comme d'autres religions comme l'islam, etc., on va avoir des institutions, on va avoir des structures qui vont vous guider, qui vont vous dire quel comportement adopter. Mais là, avec La Malédiction les Origines, on s'en fout de ces institutions. En fait, ça va vous parler à vous en tant qu'individu. Quelle est votre relation avec Dieu? Quel est votre rapport avec lui? Quel est votre rapport avec lui si vous avez la foi? Évidemment, il faut avoir la foi pour parler de Dieu. C'est pas parce que je bois de l'alcool tous les jours que j'ai un mauvais comportement religieux. C'est pas parce que je couche à droite à gauche que je n'ai pas un bon comportement religieux, que je n'ai pas une confiance aveugle accordée sur la personne dont je crois, c'est-à-dire le Dieu, peu importe quelle conviction religieuse vous prenez. Et c'est de ça dont parle le film, et je trouve que c'est bien plus intéressant, parce que ça parle de comportement, d'attitude, du fait que on peut pécher pour les religions, mais en même temps être irréprochable en soi, parce qu'on est des hommes, on est des femmes, et que on est en droit de croire en Dieu et d'avoir notre manière d'aborder notre confiance aveugle qu'on porte justement sur notre entité divine auquel on croit. Et ça, c'est trop intéressant. C'est un discours qui est complexe et qu'on voit pas beaucoup dans les films, et personnellement j'ai adoré, et qu'on voit pas beaucoup dans les films, évidemment, les films d'horreur je parle. En ce qui concerne l'horreur, il y a quelques jumpscares efficaces, mais c'est surtout des séquences dérangeantes et angoissantes qui vont avoir lieu et laisser transparaître une véritable mise en scène. Sans trop vous spoiler, il y a plusieurs naissances dans ce film, et ces différentes naissances vont laisser apparaître des scènes profondément graphiques, allant parfois très loin quand même. C'est à cela qu'on reconnaît un bon traitement de l'horreur dans un film, justement dans un film d'horreur, quand il mélange son atmosphère à des scènes profondément malsaines. C'est le principe d'un film d'horreur. Je sais que je me répète, mais un film d'horreur, ça doit être déroutant. Ça doit être déroutant, j'en perds mon français. Un film d'horreur, ça doit mettre en place des scènes qui te restent en tête quand tu sortiras de la salle. Et de mon côté, c'est pari réussi. Quand la subtilité de l'horreur d'un Silent Hill rencontre la violence graphique d'un Hérédité, et encore est digne du mystère de l'enquête de l'Exorciste, c'est vraiment un mélange de tout cela, un mélange d'influences. Et il est vraiment question de cela dans notre film du jour. Bon, ok, faut que j'arrête de faire des comparaisons ou de balancer des références, car vous allez évidemment m'insulter. J'adore ça, mais quand même. Et ce film fonctionne sans voir le premier opus, ce qui est pour moi la plus grande force. C'est-à-dire qu'on a un préquel qui pour une fois a du sens. On fait pas un préquel parce que c'est la facilité, là on fait un préquel parce qu'on a envie de faire un préquel et qu'on a envie de raconter quelque chose qui a du sens. Et ça j'ai adoré. Et je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont voir La Malédiction les Origines et qui vont pas voir l'original et qui n'auront jamais vu l'original jusqu'à la fin de leur vie, qu'auront simplement vu ce préquel. Alors évidemment il fait le pont avec le premier opus d'une manière totalement cohérente et d'ailleurs avec le reste de la saga, mais on n'a pas besoin de voir les autres films, on n'a pas besoin de voir l'original, parce qu'il fonctionne de manière autonome. Et ça, on voit un film qui a du sens, et qui a envie d'être fait parce qu'il avait envie de raconter quelque chose de précis. J'adore cette idée de pas faire un préquel pour faire un préquel. Ça me rappelle Esther 2, Esther 2 c'est typiquement le cas et ce genre de film qui est fait pour faire un préquel parce que il faut faire un préquel et c'est tout. On a envie de raconter rien d'autre, on a envie de faire comme le premier opus. Là on se retrouve avec La Malédiction les Origines, avec un film qui est totalement différent du premier, et à vrai dire, même s'il fait le pont, il fait le lien avec le premier film, on s'en fiche un peu du premier film. Et on peut totalement le regarder de manière autonome et comprendre 100% des messages, comprendre 100% de l'histoire, et ça c'est très beau quand même. On a également l'actrice principale qui... Alors évidemment elle mérite pas un Oscar et je vais totalement abuser, mais qui a une performance aux petits oignons. Vous savez Evil Dead Rise,
si le film a aussi bien fonctionné et qui va certainement, à mon sens, devenir culte au fur et à mesure des années, c'est qu'on a une performance avec une actrice qui joue un rôle avec des comportements qui sont absolument incroyables. On a un jeu d'acteur qui est mouah, aux petits oignons. Tu vois, c'est ce petit kebab, tu rajoutes la sauce ketchup mayo, tu mélanges avec une petite cuillère, tu l'étales bien comme ta petite tartine de Nutella. C'est ça qu'on veut, bordel de merde. C'est les pires comparaisons, j'en suis désolé. Et on retrouve exactement cette même sensation avec notre film du jour, avec La Malédiction, les origines. C'est qu'on a un jeu d'acteur de notre héroïne principale qui joue tellement d'émotions différentes avec une palette et une crédibilité. On dirait que je suis ironique, hein, mais c'est faux. Je suis pas ironique, je dis la vérité, c'est absolument incroyable. Elle joue trop bien, elle joue beaucoup trop bien tout un tas d'émotions et à certains moments, elle m'a rappelé. Parce que il y a des moments, elle va avoir des moments, des périodes de crise, des moments de folie, des moments de peur, des moments de dégoût, des moments où elle paraît extrêmement faible, des moments d'émotion. Elle m'a totalement rappelé un personnage qui est dans la série Penny Dreadful, qui est la meilleure série du monde, ma série préférée. Elle m'a rappelé le jeu d'acteur de Eva Green. Eva Green dans Penny Dreadful, elle jouait tout un tas, une panoplie d'émotions différentes, et c'est à partir de là où j'ai compris que Eva Green était la meilleure actrice du monde. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure actrice du monde. Je le dis sans souci. Avec Penny Dreadful, vous constatez ce que c'est que le jeu d'acteur. S'il devait y avoir dans le dictionnaire une définition du jeu d'acteur ou du jeu d'actrice, il y aurait écrit Eva Green dans Penny Dreadful. Pour moi, l'actrice principale de La Malédiction, les origines, j'ai dit ça en couplet décalé là, comment je parle comme un con là. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, elle possède exactement le même talent qu'Eva Green, en tout cas dans ce film, et ça m'a rappelé les meilleures performances, du coup vous avez compris, d'Eva Green. Et c'est un immense compliment de dire ça, et c'est rare qu'on parle du jeu d'acteur dans les films d'horreur. Genre vraiment c'est rare, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, bordel. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est que j'ai ce sentiment étrange, et là vous avez besoin d'un peu éclairer ma lanterne, c'est que on a vraiment ce film qui est préquel et qui fonctionne sans le premier film, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment autonome, qui est vraiment indépendant, et quand on sort de la salle, le film nous annonce une suite. Genre, quand le film se termine, oui, on nous annonce que il peut y avoir une suite. Et on sent qu'il y a un peu ce côté, on va voir si ça marche, on va voir si ça rapporte 100 millions de dollars, et s'il y a un retour sur investissement qui est plutôt solide, on va relancer une franchise. Alors, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a un film qui est très indépendant, qui fonctionne de manière autonome, qui fonctionne très bien tout seul, et il n'y a pas besoin d'en faire une suite, mais en même temps on nous l'annonce. En tout cas j'ai trouvé qu'on nous l'annonçait de manière plutôt évidente d'ailleurs. Et on sent qu'il y a cette envie de lancer une franchise, et qu'il y a ce studio qui a le studio en arrière-plan qui a dit écoutez, si ça marche, si ça rapporte 100 millions de dollars, on va lancer une nouvelle trilogie. Et c'est un peu étrange parce que il n'y a pas besoin de lancer plusieurs films. Et j'ai peur que s'il y a des suites, ça gâche un peu la qualité et le caractère un peu prestigieux que j'ai retrouvé dans ce préquel. Et ça serait même étonnant de lancer une suite, parce que du coup, ça serait quoi la suite ? On peut pas mieux faire, je trouve, le pont entre le premier film et le préquel là. Et est-ce que ça va faire comme Halloween par exemple ? Ils vont se dire, bah écoutez, on va lancer une suite, mais du coup on va enlever le 2, le 3, le 4, etc. On va faire vraiment un requel en quelque sorte. Genre ils vont supprimer les autres suites et garder que l'original et le préquel. Je sais pas comment ils ont conçu ça, s'ils ont des idées, mais je sens que c'est un peu balancé comme ça, et qu'ils se sont dit, écoutez, au cas où ça marche, on met les premières pierres, comme ça on pourra se dire que c'était construit depuis le début, alors que pas du tout. Et on sent que ce film là n'a pas été construit pour avoir une suite légitimement, parce que il est absolument parfait dans sa manière de faire les choses. Donc j'ai juste peur qu'ils aient réfléchi ça comme une franchise, ou qu'il y ait un peu ce caractère opportuniste. Et vous savez que je déteste ça. Je veux bien qu'il y ait une suite, évidemment. Si la suite est d'une aussi bonne qualité que ce préquel, il n'y a aucun problème. Mais je veux qu'il y ait une vraie volonté artistique, qu'il y ait cette envie. J'ai envie d'y croire également, mais en même temps j'ai toujours un peu peur que ça gâche un peu ce qui vient d'être fait, et vu d'où ça vient, le travail, la qualité, et aussi d'où ils viennent, parce que La Malédiction, il faut quand même avoir les couilles pour faire revenir cette franchise sur la table de l'horreur et faire un film aussi complexe, parce que là, La Malédiction, les origines, si je dis pas de bêtises, c'est interdit en moins de 16 ans, et clairement c'est pas le genre d'expérience grand public, et c'est ce dont on avait besoin. J'arrête pas de le répéter sur mes dernières critiques, que ce soit sur Night Swim, ou que ce soit sur Imaginary. Imaginary, pour moi, c'était le syndrome de ce produit de divertissement imaginé par la Blumhouse, qui se colle l'étiquette de film d'horreur, alors qu'il n'est pas du tout, mais alors pas du tout un film d'horreur, et j'ai passé vraiment un moment absolument terrible devant, c'était pas du tout bien, j'ai trouvé ça vraiment nul à chier, et encore une fois c'est de façon personnelle, j'espère que vous avez aimé. On a besoin de ce genre d'expérience qui est vraiment sanguine, qui est vraiment brute de décoffrage, qui nous fait réfléchir.
au sein du cinéma horrifique, parce que justement le cinéma d'horreur c'est le cinéma qui n'a aucun tabou, c'est le cinéma qui peut partir très loin, et là La Malédiction, les origines, ce préquel à ce film qui est considéré comme un classique, il va loin, il va très loin, et il n'est pas destiné à tout le monde, il est réservé à une petite bulle de spectateurs qui vont kiffer le moment, et c'est ça tout ce que j'aime dans le cinéma horrifique. Tu vois, c'est comme quand tu vas sur SoundCloud et tu cherches des artistes un peu expérimentaux, et tu trouves ta petite pépite, mais genre le mec c'est un artiste, il a genre que, il y a que 20 personnes qui l'écoutent, t'es trop content parce que t'as trouvé une petite pépite. Bah là il y a un peu ce côté là aussi, ce côté, j'allais dire élitiste, mais c'est pas le bon terme, parce que élitiste c'est très genre tu te mets sur un piédestal, et j'ai horreur de ça vraiment. Je sais pas, il y a cette petite bulle, ce petit cocon horrifique où on sait qu'on va pas être beaucoup à l'aimer, on va pas être beaucoup à le voir, mais du coup ça amplifie ce sentiment, ça amplifie ce côté prestigieux qu'il y a, ouais c'est ça amplifie ce côté prestigieux que possède le film, La Malédiction, les origines, j'allais oublier le titre. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si c'est le cas vous connaissez la propagande de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, bref, j'arrête de vous embêter avec ça, mais vous connaissez, voilà, ça fait partie du jeu. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes aussi content que moi quand je suis sorti de la salle, ou si au contraire vous êtes un peu plus mitigé. J'ai trop hâte d'avoir les retours. Là, ça va être une nuit blanche de montage, et ensuite je vais me presser de voir vos retours, de voir les retours sur Twitter, sur des sites, sur des forums, etc. J'ai vraiment envie de m'y intéresser, de lire encore plus d'interviews, de voir comment ça va être géré. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de la sortie physique pour voir les bonus, de voir comment ils ont conçu certaines scènes, de voir comment ont été faits certains effets practical. Bref, j'ai trop hâte. Genre vraiment, j'ai envie de me plonger dedans, et c'est ça tout ce que j'aime dans le cinéma horrifique, c'est de me plonger dans les bonus et de me plonger dans tout ça. Bon bah je crois qu'il est temps de s'arrêter là, je sais pas combien de temps elle a duré cette vidéo, mais quand même on a beaucoup parlé, c'était Romain, je vous fais un gros bisou sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Prenez soin de vous, merci pour tous vos retours, je suis désolé d'être en retard, de répondre sur Twitter, de répondre en retard sur Insta, quand il y a des réponses, parce que souvent il n'y a pas de réponse, mais avec le travail et toute la vie de tous les jours c'est un bordel sans nom, mais vous avez compris, c'est déjà un miracle que j'arrive à sortir une vidéo par semaine. Bref, c'est le moment où je ferme ma gueule parce que j'ai beaucoup trop parlé, mais c'est sûrement à cause de l'alcool. Bon allez, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Romain. Mouah, ciao bene les amis.